Monsieur Edebeau, bonjour. Bonjour. Merci d'abord de nous recevoir. Le plaisir est pour moi. Alors, avant de commencer les hostilités, peut-être, si vous deviez qualifier l'année politique en une expression. 2018 2017. 2017. Résistance. Résistance. Je pense que ça a été une année de résistance à toutes les attaques qui ont été menées. Donc, je pense qu'on est en défensif par rapport au gouvernement qui est hyper offensif pour démanteler nos acquis. Et il y a quand même eu des hauts faits d'armes, je dirais, la résistance sociale, comme derrière la manifestation au cours du 19. Je veux dire, une manif que personne n'avait vu venir, avec quand même des dizaines de milliers de personnes sur les pensions. Donc je trouve, voilà, on résiste et je crois qu'on maintient l'espoir, ça c'est le plus important pour nous, quoi. Alors, on ne va pas se cacher, l'année 2017 a démarré en fanfare avec les affaires, que ce soit Publifin, le SAMI social, l'ISPPC, Kazakh-Gate, bon, des affaires un petit peu différentes, mais qui ont un point commun, c'est, au-delà des fautes personnelles, c'est l'échec d'un système, sur lequel vous insistez souvent. Ouais, moi je crois que c'est important, c'est pas qu'une question de faute personnelle justement, c'est vraiment une question d'un système où des mécanismes sont mis en place pour que le monde politique intègre une élite économique, une élite politique, une élite sociale qui est coupée de la population. Et c'est ça qu'on retrouve dans les différents dossiers en fait, c'est que finalement, si on prend l'exemple Publifin, c'est pas que la question de la mise en place de ces comités de secteur, c'est surtout une intercommunale qui a été vidée complètement de sa substance, qui a été en fait une privatisation honteuse, on l'appelle. C'est-à-dire qu'en fait derrière la structure publique, il n'y a que du privé, et on a en fait harmonisé l'ensemble des primes ou des salaires payés avec le secteur privé des multinationales. Parce que ça, c'est les hypocrites du MR qui vont dire oh, il faut privatiser, mais dans les compagnies privées, ce sont exactement ce même type de salaire qu'on paye. Là, c'est officiel. Ce qui est scandaleux ici, c'est que c'est avec notre pognon à nous que ça se fait. Et donc, ces privatisations honteuses, c'est ça qu'il faut pouvoir dénoncer. C'est cette collusion réellement d'intérêts entre une partie du monde politique, je ne parle pas de tout le monde, je parle d'une élite politique, et du monde économique. Et donc, dans le cas du Kazakh-Gate, on est exactement avec le même mécanisme. C'est A connaît B, B connaît C, C connaît A. Et c'est un petit monde où réellement, ça exprime très bien cette thèse marxiste qui est celle finalement d'une fusion entre les structures de l'État et les structures du capital privé qui trouvent un point commun dans ces cercles-là. Alors vous le dénoncez d'ailleurs souvent sur YouTube, où vos vidéos marchent, il faut le dire, assez bien. On se souvient de vos clashs avec le Premier ministre Charles Michel. Mais c'est là peut-être toute la question, comment apporter une critique constructive sans être traité de populiste ? Mais moi je trouve que le mot populiste aujourd'hui, il est là pour étouffer toute forme de débat. Non, il faut quand même savoir que quand Charles Michel m'a taxé de populiste, c'est quand je lui avais démontré par 1 plus B que ses chiffres en matière de création d'emplois étaient faux. Il avait indiqué que les chiffres de l'ONSS lui indiquaient que 100% des emplois qu'il avait créés étaient des emplois temps plein. Nous avons été, avec notre service d'études, étudier en détail, chiffre par chiffre, la création d'emplois et les chiffres avancés par Charles Michel sont faux. La majorité des emplois créés sont des emplois à temps partiel. Et donc quand il s'énerve et qu'il n'a pas de réponse à apporter, on dit que c'est populiste, populiste. C'est vraiment une manière idéologique pour étouffer le débat, c'est ce qu'on utilise dans toute l'Europe. Deuxièmement, sur le fond, c'est important, le PTB n'est pas un parti populiste, c'est un parti marxiste. Le populisme va aller... Ben oui, mais justement, le populisme va faire une analyse uniquement sur toute la population versus une élite. Nous, on fait une analyse de classe de la population. C'est-à-dire qu'il y a une bourgeoisie qui possède des grands moyens de production, qui travaille en main avec des structures de l'État, notamment les représentants politiques les plus élevés par rapport à ça, et qui opprime une forme de la classe ouvrière, les employés, les petits indépendants. Donc on fait une liste de classe de la société. On n'est pas du tout une liste populiste. D'ailleurs, la plupart des politologues vous le diront. Le PTB est un parti marxiste, pas populiste. Donc je crois qu'on est en train de mettre tout dans un fourre-tout pour étouffer le débat politique. Et je crois que c'est une méthode, une technique des partis traditionnels de pouvoir rester entre eux et d'éviter le débat de fond, qui est celui de est-il normal aujourd'hui qu'en 2017, en 2018, il y a autant de pauvres dans un pays du capitalisme avancé au XXIe siècle comme en Belgique? C'est ça le débat de fond qu'il faut oser avoir. Et aujourd'hui, je constate que la plupart des partis traditionnels, et certainement pas le Premier ministre, ne veulent pas ouvrir ce débat-là. Donc vous ne vous le cachez pas, vous voulez vraiment renverser ce système? Ouais, mais ça je veux dire, de toute façon, tout le monde qui lit nos textes de congrès, il faut les lire. D'ailleurs, moi je vais encourager tout le monde à les lire. Le PTB est un parti marxiste qui dit clairement qu'il faut dépasser le capitalisme, il faut ouvrir une rupture de système, il faut changer ce système économique. On le dit, le secteur bancaire doit redevenir public. Je veux dire, c'est un secteur trop important pour les laisser dans les mains de quelques actionnaires. Le secteur énergétique est un autre secteur important. Je veux dire, le pacte énergétique va aboucher dans une petite souris de rien du tout, alors que ça fait 10 ans qu'on en parle, quoi. Il y a une transition énergétique qui est urgente aujourd'hui. Tous les scientifiques du monde sont réunis pour nous dire on doit pour 2030, 2050 avoir des réductions drastiques du CO2. Qu'est-ce que font nos pouvoirs politiques? On attend que le marché libre, la main invisible du marché libre, comme Mme Smith disait, va régler le problème de l'écologie. Le marché ne résout pas le problème de l'écologie, le marché résout le problème du pognon.
S'il n'y a pas du pognon à se faire sur le renouvelable, les multinationales ne vont pas investir dans le dossier, exactement. Et c'est ce qu'on voit. Et chaque année, on a les ministres qui vont voir M. Electrabel, Gérard Mestralet, disent, vous ne pensez pas qu'il serait temps d'investir dans de l'énergie un petit peu renouvelable? Et lui, il dit, ben, combien tu donnes? C'est toujours la même chose. Et donc nous disons non, ces secteurs-là sont trop importants. Il faut que la démocratie reprenne le contrôle, la démocratie populaire reprenne le contrôle de ces secteurs-là. Donc oui, c'est une rupture radicale, évidemment, avec le PTB, mais je ne crois pas que c'est un scoop. Le PTB est un parti qui veut effectivement le renversement du capitalisme, et on continue à se battre dans ce cadre-là. Mais comme ça, c'est clair. Mais pour renverser ce système, il faut aussi prendre le pouvoir. Est-ce que le PTB, il y a des élections qui arrivent en 2018 et en 2019, différentes, est-ce que le PTB a les moyens humains, techniques, de prendre le pouvoir? La première question, c'est qu'il faut se poser la question, où est le pouvoir en Belgique? Ça, c'est la première question à se poser. Et donc, notre analyse, c'est que le pouvoir ne se retrouve certainement pas au Parlement. Ça, je le vois toutes les semaines. Le Parlement, c'est un moulin à vent et qui peut parler. Mais tout est décidé par le gouvernement, de toute façon. Et quand le gouvernement a quelque chose à dire, on voit que c'est les lobbies privés, dans les cabinets des différents ministres, qui sont en train de décider de A, B, C, de toute notre politique. Donc, le véritable pouvoir, il se retrouve où? Chez les actionnaires, dans les grandes banques, chez les spéculateurs. On l'a vu au moment de la crise bancaire. Je veux dire, en 24 heures, ils ont trouvé des milliards pour les banques, mis sous pression par tout l'ensemble des grands acteurs, des actionnaires et du capital spéculatif mondial. Donc la vraie question, c'est où est le pouvoir en Belgique? Et ce pouvoir, vu qu'il se retrouve dans les états-majors des multinationales, nous devons, nous, la gauche de rupture, construire un contre-pouvoir et reconstruire une hégémonie culturelle, comme disait Antonio Gramsci. Je crois que c'était un point important. Et cette reconstruction de l'hégémonie culturelle à gauche, ça va prendre du temps. Ça, on ne va pas tourner autour du pot. Alors, les élections sont une étape importante là-dedans, mais certainement pas finale. Parce que pour cela, il faut d'abord avoir des luttes et il faut que le peuple comprenne qu'il faut retourner en rue pour se battre pour nos droits. Les élections à elles tout seules ne vont pas changer les choses. Alors ça peut paraître assez atypique. L'opposition pour l'instant, alors non, nous, ça se passera où nous, ce qu'on veut, non, mais évidemment, de toute façon, c'est que des sondages. Je dirais, moi, j'ai pas envie que si le PTB fait 10 à 15%, on dise, ils ont perdu leur campagne électorale. On aura triplé nos voix. Je veux dire, donc pour nous, on reste les pieds bien sur terre. Il y a encore toute une année de campagne à mener, et surtout, on veut percer au niveau des communes où on n'existe pas encore aujourd'hui. C'est ça qui est important pour nous. Les gens ont l'impression que le PTB, c'est déjà un hyper grand parti. Il met certainement dans le cœur des gens, mais je rappelle quand même qu'ici à Charleroi, nous avons une élue, on est 2 élus dans le conseil communal de Liège, on a encore un petit parti au niveau de ces représentations. Donc 2018 serait important pour nous pour percer dans toutes ces villes et surtout dans toutes les autres communes où on n'existe pas encore aujourd'hui. Mais il y aura un temps où il faudra peut-être choisir ces alliances. Alors la FGTB parle souvent d'une alliance de la gauche avec Écolo et le PS. Réaliste pour vous dans un premier temps? Mais ça nous mène à la question de qu'est-ce que c'est que la gauche? Ça pose une question qui est une question doctrinale qui est vraiment importante, parce que moi je veux bien les bonnes intentions, elles sont là, mais c'est quand même des partis qui se revendiquaient de la gauche, qui ont privatisé les banques. Nous avions la CGR, qui était une banque qui était performante, qui est une banque publique, c'est pas les libéraux qui l'ont privatisée, c'est Elio Di Rupo. Alors lui, il ne visait pas le mot privatisation, il disait consolidation stratégique. Alors ça blague mieux, hein. Oh, on a consolidé stratégiquement une banque, ouais, on l'a vendue au privé, et après on a dû remettre des milliards dedans. Crédit communal, juste la même chose. La chasse aux chômeurs, la libéralisation du secteur énergétique, qui l'a voté? Les écolos, en disant on va faire baisser les prix. Pas du tout. La libéralisation du secteur a tout simplement fait rentrer les monopoles européens dans notre pays, qui sont partagés l'ensemble du secteur énergétique européen. 267 fusions d'entreprises ont créé aujourd'hui que 7 multinationales contrôlent l'ensemble du secteur énergétique électrique européen. Donc les monopoles ont tout le pouvoir. Donc si c'est nous, c'est pour participer à une majorité avec Écolo ou le PS pour voter ce type de mesures libérales, il ne faut pas compter sur nous. On a un parti de rupture. Donc on est ouvert à discuter avec tout le monde, mais il faudra accepter qu'on veuille sortir du cadre des traités d'austérité, des traités de libéralisation européens, une désobéissance réglementaire, comme on l'appelle, c'est-à-dire de rejeter l'application de ces traités-là. Si on ne trouve pas, on continuera à construire le rapport de force. Mais on ne va pas, pour une petite victoire éphémère, vendre nos principes. C'est au nom de ça que la gauche a trahi ses intérêts depuis 25-30 ans. Le PTB ne sera pas ça. Et nous, on ne veut pas des postes en vitesse, on ne rêve pas de ça. Ce qu'on veut, c'est des convictions. Vous êtes bien conscient quand même qu'il faut du compromis en Belgique. Ce n'est pas possible d'aller au pouvoir autrement. Mais on me dit toujours que la Belgique, c'est un pays de compromis, mais la Belgique, c'est surtout un pays de compromission. C'est surtout ça, la Belgique. Je veux dire, c'est des partis qui sont devenus tous plus bleus, plus rouges les uns que les autres. On ne s'y retrouve plus. C'est vert chaud et chou vert. On ne sait plus qui est de gauche, qui est de droite. Je veux dire, la gauche a voté la chasse aux chômeurs. La droite, maintenant, continue à faire la chasse aux malades longue durée. Donc, je veux dire, il y a une dilution idéologique en Belgique qui fait perdre toute forme de repère. Nous, on a parti de la vraie gauche. On a des principes. Quand ils sont battus, nos pionniers, pour la journée des 8 heures, il n'y avait pas de majorité.
au Parlement. Il n'y en avait pas. Quand ils se sont battus pour le suffrage universel, il n'y avait pas de majorité avec des nobles, il y avait des bourgeois dans le Parlement. Et ils se sont battus. Et aussi, aujourd'hui, on a la journée dans la maison des 8 heures à Charleroi. C'est pas pour rien, c'est un beau symbole. Ces gens se sont battus d'abord dans un contre-pouvoir pour faire bouger les lignes. Et le PTB, il est là pour ça. Si après, on trouve effectivement des possibilités pour pouvoir créer des contre-pouvoirs ou même dans des communes des participations au pouvoir, pourquoi pas? Mais nous ne voyons pas aujourd'hui, avec les partis présents dans l'offre politique francophone, des partis de rupture. Et d'ailleurs, aucun ne s'en revendique. Et c'est ça qui est dommage en Belgique, c'est qu'il serait temps de retrouver un petit peu des partis qui ont envie de faire bouger les choses et pas de jouer les règles du jeu du Monopoly. D'accord. Et donc, si on revient sur la Wallonie, il y a quand même des mesures que le gouvernement dit avoir prises en termes de bonne gouvernance, de la poudre aux yeux, ou vous saluez quand même ces mesures au niveau des intercommunales, du nombre de mandats, des rémunérations? Mais toute avancée, je veux dire, elle est bonne à souligner. Nous, de ce côté-là, on a voté pour, évidemment. Il faut diminuer le nombre de mandats, il faut diminuer les salaires, etc. Je crois que c'est un point important. Mais on n'a pas changé les questions de fond, qui sont celles que toutes ces intercommunales sont en train d'être privatisées, sont en train de jouer dans le jeu de la libéralisation du secteur, que ce soit sur la question des poubelles, quand on voit aujourd'hui que l'ensemble des Wallons ont trie tous nos déchets, pour qui? Pour des multinationales comme GDS, Suez, Environnement, qui vont se faire du pognon sur nos déchets. Donc nous, on paye et à la taxe, et on donne à GDF Suez. Ils sont partout. L'ensemble de nos secteurs publics sont en train d'être vidés de leur substance. Donc nous, ce qu'on veut, c'est une véritable rupture. Bien sûr qu'il faut des entreprises d'initiative publique, mais pas comme Publifin, pas comme Netis aujourd'hui, qui n'a plus rien de public. On est en train de faire du business. Et ça, c'est le problème, c'est qu'en fait, les comités de secteur étaient en fait une conséquence de cette libéralisation et de ces choix idéologiques. Nous, ce qu'on veut, c'est revenir là-dessus. Deuxièmement, au niveau des salaires, je vois quelques avancées, on pointe du doigt les lampistes. Mais c'est le système qu'il faut remettre en cause. Le personnel politique belge est trop payé. Il est trop payé. C'est pour ça qu'il vit au-dessus de ses moyens. Je veux dire, quand un Premier ministre aujourd'hui gagne 11 000 € net par mois, quand des députés, je suis bien passé pour le savoir, mes collègues au Parlement sont payés 5 500 à 6 000 € net par mois. Comment peut-on encore savoir ce que la population vit? Donc nous, on propose de diviser par 3 les salaires des hommes politiques, ce qui permettrait toujours de gagner plus que la moyenne de la population. Hein. Et nous, au niveau du PTB, on applique pour nous-mêmes, c'est important de continuer à vivre son salaire antérieur. Je ne vois pas pourquoi moi, parce que je suis devenu député, je devrais gagner le quadruple ou le quintuple de tous mes camarades qui ont mené campagne pour nous. C'est quoi cette logique? C'est peut-être une mesure pour éviter la corruption, justement. Avec un salaire élevé, on pourrait croire qu'on est moins corruptible. Alors, la première des choses, c'est qu'on voit qu'ils sont quand même, certains sont quand même corrompus, donc ça ne marche pas cette affaire-là, quoi. Et puis deuxièmement, ceux qui veulent le faire pour le pognon, qui ne rentrent pas en politique, hein. On n'a jamais obligé personne à faire de la politique quand même. Moi, je veux que la politique soit remplie avec des gens de passion, certainement au niveau de la gauche. On est là pour servir les gens, on est là pour servir les travailleurs, on n'est pas là pour se servir. Il faut arrêter. Nous, c'est le parti de la lutte des classes, pas la lutte des places, quoi, chez nous. Je veux dire, si tu veux faire carrière, va dans le privé, il n'y a pas de problème. Mais si on veut être homme de gauche et homme politique, on est là pour servir les gens. Moi, il n'y a personne qui m'a obligé d'être militant du PTB. Je le fais par choix libre. Et c'est une fierté pour moi de représenter les travailleurs au Parlement. J'ai déjà vu des boulots plus chiants que d'aller au Parlement. Hein. Les travailleurs qui travaillent 8 heures par jour dans leur boîte, qui doivent faire des mouvements répétitifs, qui ont un patron au-dessus d'eux, avec lesquels les droits de l'homme dans les entreprises, c'est quand même vastement limité. Je veux dire, ça, c'est des travaux pénibles. Mais homme politique, aller demander pour ça d'être encore plus payé, je ne suis pas d'accord avec cette logique-là. Et plus globalement, que répondre à ceux qui vous disent si on met en place le programme du PTB, c'est la fin de la Belgique, la fin de notre économie, la fin de... Je constate d'abord qu'il n'y a pas besoin d'avoir le PTB pour détruire notre économie. Je veux dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir du PTB pour avoir des ArcelorMittal qui ont complètement fermé à Liège, d'avoir des Caterpillar qui ferment ici. Donc les multinationales se passent largement du PTB pour détruire notre économie. La question, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour éviter ça? Et là, je vois que c'est les mêmes anathèmes qu'on utilise contre le PTB que ceux qui étaient utilisés contre les pionniers du mouvement ouvrier. C'est quand j'ai retrouvé une interview de John Cockerill, quand on lui parlait de ne plus faire travailler les enfants dans les entreprises, qu'il disait « Ouh là là, mais toute notre économie va s'écraser, ce n'est pas possible, les Anglais vont être plus compétitifs que nous. » C'était déjà l'argument de la compétitivité. Si on avait accepté cette logique de la compétitivité il y a 100 ans, aujourd'hui on travaillerait encore 14 heures par jour et nos enfants seraient encore dans les usines. Et c'est parce que le mouvement des travailleurs a dit votre logique compétitive, on n'est pas d'accord. Nous constatons qu'on n'a jamais créé autant de richesses aujourd'hui qu'en Belgique. Encore aujourd'hui, 2% d'augmentation du PIB chaque année. On est un des pays les plus riches du monde. Et donc la question qui se pose, c'est où va cette richesse?
La redistribution. Exactement. Il y a 12 000 nouveaux millionnaires en euros chaque année en Belgique. Qu'on arrête de nous dire qu'il n'y a pas de pognon, c'est faux. Il y a beaucoup de pognon. Et dans tous les pays européens, la différence fait de plus en plus grande. Quelqu'un comme Thomas Piketty l'a très bien démontré dans son bouquin Le capital au XXIe siècle, comment les rentes, le patrimoine crée de plus en plus d'argent au détriment du reste du gâteau pour l'ensemble de la population. Et c'est pour ça qu'on propose une taxe des millionnaires, pas pour une petite symbolique. Moi, quand j'entends des collègues du PS qui veulent une petite ponction symbolique, ça, symbole, on s'en fout des symboles. Ce que nous voulons, c'est de l'argent. De l'argent pour pouvoir investir dans le social, dans l'emploi. Et l'argent, il y en a en Belgique. Et on propose aux riches de modestement contribuer à petit pourcent sur le fortune plus d'1 million d'euros. C'est déjà trop. Et nous, dans nos poches, on vient chercher sans problème avec une TVA à 21% sur des produits de première nécessité comme les gaz d'électricité. Allez, il faut être un peu sérieux, quoi. Au niveau national, le PTB s'est jamais caché d'avoir des ambitions donc, nationales. Vous-même, vous mouillez la chemise au nord du pays. C'est quand même un demi-échec pour l'instant ou comment vous le jugez? On augmente dans les sondages. Là, on passe le cap en fait des 5%. Donc, je trouve que c'est important pour nous. La situation est plus compliquée du côté néerlandophone. Ça ne va pas tourner autour du pot. Il y a un anti-establishment qui est déjà pris depuis des années par des partis plutôt de droite. On a une NVA nationaliste qui est très forte au nord du pays. Donc, pour nous, les combats, justement, on doit les mener. Et à nouveau, on n'est pas dans le court terme. Donc moi, je suis assez content. Donc j'ai dit que j'allais donner un coup de main du côté flamand pour pouvoir permettre aussi à d'autres camarades de prendre la visibilité ici du côté francophone, au sud du pays, parce que la diversification est importante. Je veux dire, on a un problème, notre communication PTB, d'avoir trop... Enfin, on devait le faire parce qu'on était un petit parti, donc il fallait concentrer sur une personne, parce qu'on n'existait pas encore. Mais il y a une telle diversité dans le PTB que le peuple a intérêt à la connaître. Peut-être un ou deux exemples. Il y a Germain, évidemment, hein, Mogema Yango, qui est mon camarade et qui est une porte-parole aussi francophone et qui est ici la figure de proue du PTB Carolo, Sophie Merckx qui est au conseil communal ici, David Pestio comme vice-président. On va avoir des têtes de liste aussi, on a déjà Mathilde Elbakri au niveau de la ville de Bruxelles. Donc il y a une véritable diversité au niveau du genre, au niveau des origines, au niveau des travailleurs. Frédéric Gillot, député ouvrier. Donc moi, mon rêve, c'est de pouvoir avoir justement, pouvoir présenter à tout le monde cette véritable diversité de porte-parole qui ont beaucoup de qualités que moi j'ai pas. Parce que c'est ça qui fait une équipe, justement. Et en interne, le PTB, c'est une équipe très soudée, très diversifiée, très collective. Et moi, c'est ça que je voudrais voir remonter le plus possible à la surface et aussi dans les médias. Tout à fait. Passons sur un autre dossier, le dossier fédéral. Bon, il y a la gestion de la politique de Theo Franken qui a marqué l'année 2017. Moi, je voulais savoir comment vous jugiez d'abord l'homme, sa politique, et si oui, il doit démissionner, pourquoi? Lui, évidemment, il a un agenda qui est celui de polariser la population pour le diviser pour régner. Il y a une stratégie derrière. Il est soutenu par, on peut le dire, une majorité de la population. Exactement. Non, mais il veut diviser pour régner les gens. Donc il joue sur le facile. Il joue sur le facile, c'est-à-dire les gens sont en colère de la crise. Et comme dans toutes les périodes de crise économique, il y a la droite et la droite extrême qui tentent de faire croire que nos usines ont fermé ou qu'il n'y a pas d'emploi à cause des immigrés. Et ce qui est faux, évidemment, un peu économique. Aucun immigré n'est responsable de la fermeture d'ArcelorMittal, aucun immigré n'est responsable de la fermeture de Caterpillar, aucun immigré n'est responsable de ça. Mais eux veulent diviser pour régner. Et donc lui, il joue à fond cette carte-là. De ce côté-là, je suis plus grand opposant à Theo Franken. Mais par contre, il n'est pas le seul responsable. La politique qu'il applique aujourd'hui est la politique de tout le gouvernement. Sa démission ne suffirait pas? Non, bien sûr que non. Non, parce que donc on va la soutenir, je dis, au Parlement, parce qu'évidemment, on soutient en matière d'opposition, je veux dire, on est solidaire d'une telle démarche. Mais il est clair que l'ensemble du gouvernement porte la responsabilité de cette politique par rapport à la migration qui est voulue de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est elle qui a signé les accords de Khartoum, dont le but de sous-traiter à des dictatures africaines qui torturent les frontières européennes. On l'avait déjà fait avec Erdogan. Donc c'est ça, on donne des millions à des dictateurs pour dire gardez-les chez vous, vous pouvez les torturer, on ne verra rien. Et ça, c'est la politique européenne, c'est Juncker qui a mis ça en place. Donc il y a vraiment une logique par rapport à ça. Et le pire, c'est qu'elle se fait au nom de la sauvegarde de notre sécurité sociale. Donc les mêmes qui démembrent notre sécurité sociale, qui ont enlevé 6 milliards de cotisations sociales dans notre Sécu, qui sont en train de définancer notre Sécu, sont en train de dire que c'est à cause des immigrés que notre Sécu se pète la gueule. Donc c'est vraiment cette quadrature du cercle. Donc il y a une logique dans ces partis de droite qui est celle de diviser le peuple pour faire passer des mesures de droite. Et pendant que Franken fait comment est-ce que je veux dire, sa politique de droite contre les immigrés, les autres vont aller continuer à appliquer leur politique de droite en matière de pension, en matière de fiscalité, en matière d'emploi. Donc voilà, je crois qu'il y a un tout cohérent dans les partis de la droite. Et c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Je veux dire, on a connu ça toujours dans les périodes de crise. C'est le rôle de la droite de diviser le peuple. D'accord. Restons sur la politique fédérale. Hein. Charles Michel se félicite souvent de ses réformes économiques, hein, son fameux slogan « Jobs, jobs, jobs ».
Il y a un autre facteur, ce sont aussi les exclusions du chômage et l'explosion au niveau des chiffres des CPAS. Vous parlez clairement de chasse aux chômeurs. Mais c'est clair, je veux dire, et on avait dénoncé dès le départ, je veux dire, la FGTB avait quand même mis le doigt quelque part, juste, c'est que cette décision de limiter les allocations d'insertion allait mener à des dizaines de milliers d'exclusions. Ce qui n'est pas dû qu'au gouvernement Michel. Je ne comprends pas, exactement. Le gouvernement du Roupeau a une responsabilité importante là-dedans aussi. Je trouve ça un scandale que quelqu'un extrêmement de la gauche a voté une telle loi. Pour moi, c'est inacceptable. Je n'ai toujours pas vu une véritable autocritique du PS sur le sujet. Mais aujourd'hui, ce qui est pire, c'est que le gouvernement fait le malin en disant on diminue le chômage. Alors que cette diminution, dans les chiffres, elle est due à l'exclusion des chômeurs. Où se retrouvent toutes ces personnes-là au CPS? J'ai été voir au niveau du CPS de Liège, mais c'est incroyable cette exclusion. Les conséquences, comment on fait pour s'en sortir avec 800 € par mois? C'est ça la question. C'est ça la question, c'est impossible et on est en train de stigmatiser et de foutre une partie de plus en plus grande de la jeunesse dans la misère et on s'étonne qu'il n'y a aucune perspective dans notre société. D'accord. Et alors il y a un dernier dossier là, tout près en décembre, c'est la sortie du nucléaire en 2025. Vous ne jugez pas que c'est là le véritable clash du gouvernement plutôt que Theo Franken où finalement tout le monde est plus ou moins d'accord? Bien sûr. Mais sur cette sortie du nucléaire, on peut aller au clash. Bien sûr, mais je pense qu'on a une hypocrisie. Je distingue ceux qui disent, qui pensent réellement comme la NVA, qui disent nous on ne va pas en sortir, et ceux qui ne font rien pour en sortir. Mais c'est ça qui se fait au niveau du gouvernement, c'est qu'on est en train de rien mettre en place, on n'a pas de capacité supplémentaire pour pouvoir remplacer le nucléaire. C'est ça le problème aujourd'hui. Et ça, c'est une des raisons, c'est qu'on continue à croire dans le marché. Et qu'on va s'en sortir avec des subsides. Or, les acteurs économiques vont venir quand ils sont sûrs de se faire la blinde de pognon, y compris pour faire des centrales au gaz. Donc il faut un plan. Et je pense que là, vraiment, je vais dire, il faut une planification écologique. Il faut oser à nouveau idéologiquement utiliser le mot. Je dirais des secteurs de l'économie qu'on ne peut plus laisser au marché. L'urgence écologique est là. Et il faut une reprise en main des secteurs publics, notamment par une nationalisation du secteur énergétique. Je crois que c'est vraiment un point très très important aujourd'hui pour pouvoir investir les super profits, parce qu'ils en font des super profits sur notre dos à nous, pour pouvoir les investir dans la transition énergétique. Et ça, je ne le vois pas dans le pacte énergétique. Oui, on dit que la NVA écoute peut-être le secteur industriel d'Anvers. Et c'est lui de toute façon qui décide, c'est l'avocat qui dirige ce gouvernement, ça c'est clair. Et qui dit clairement, et certainement les grandes industries du port d'Anvers qui veulent avoir uniquement du bénéfice à court terme et de l'énergie gratuite. Et c'est ça leur but. Et donc ça c'est le pire, c'est que ceux qui veulent même une transition disent on va le payer par les taxes carbone. Qui va payer les taxes carbone? C'est à nouveau les citoyens. Nous n'avons pas à payer cette transition énergétique. Pendant des dizaines d'années, le secteur nucléaire s'est fait la blinde de pognon sur notre dos, de l'ordre des milliards par an. Et nous, on devrait maintenant payer cette transition que le secteur paye lui-même. Je trouve que c'est vraiment, c'est pollueur-payeur, c'est toujours la même chose. Quand c'est pollueur-payeur pour les déchets dans les villes, c'est nous qui devons payer les citoyens. Et quand eux, ils ont foutu toute notre planète en l'air, ils doivent rien payer. Pas d'accord avec ça, moi. Dans un contexte plus international, aussi de gauche, on voit que la politique du Portugal est souvent louée. A contrario, Jean-Luc Mélenchon et Podemos stagnent un petit peu. Je ne sais pas votre point de vue sur cette gauche en Europe qui montait et qui... Je crois qu'il y a d'abord un fait nouveau qui est là depuis 2008, c'est qu'il y a une croissance de toutes les gauches radicales. Je veux dire, en Europe, c'est un phénomène qui est nouveau. Je veux dire, on avait déjà eu un peu quelques points dans les années 2000 avec le mouvement altermondialiste, mais ici, on a vraiment eu une percée partout. Peut-être à cause de l'échec du socialisme. Et donc ça, c'est clair qu'en tout cas, qu'il y a eu un échec, en tout cas, je veux dire, du socialisme traditionnel, la social-démocratie qui n'arrive plus à protéger les gens parce que tellement ils ont accepté de jouer les règles du jeu du libéralisme. Donc là, il y a vraiment une alternative qui se construit et fatalement, nous cherchons tous nos voies. Donc là, le débat, il n'est pas simple sur comment faire une voie pour sortir de l'économie libérale comme elle existe aujourd'hui. Et donc que ça va aller avec des hauts et des bas, c'est évident, mais en soi, je trouve que ce foisonnement d'idées est très très positif. Le cas de Syriza en Grèce nous pose tous questions. Personnellement, je trouve inacceptable qu'il y ait quelqu'un comme Alexis Tsipras accepte d'appliquer l'austérité en Grèce. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'un homme de gauche ne devrait pas faire. Par contre, on n'avait sans doute peut-être pas le choix. Alors, je trouve que c'est intéressant, c'est de voir quelles étaient la force des puissances en face du gouvernement de Tsipras. On a coupé les liquidités internes du pays. Je veux dire, les Grecs ont dû les chercher à coût de 50 € dans les crash billets. On a mis sous pression les banques grecques comme jamais. Donc l'ennemi est puissant en face de nous. La Commission européenne, le FMI, la Banque mondiale, les multinationales. Je veux dire, c'est énorme ce qu'on a en face de nous. Et c'est pour ça que quand on revient sur la question stratégique de la prise du pouvoir d'une vraie gauche, ça doit être dans un rapport de force qui nous permet d'affronter toutes ces forces de la finance mondiale qui n'acceptent pas que des pays prennent d'autres voies. C'est comme, de ce côté-là, il ne faut pas être naïf. Je crois que c'est notre devoir d'expliquer
les défis qui sont devant nous, mais j'ai espoir qu'on va pouvoir le faire parce que les peuples du monde en ont marre qu'on bousille notre planète de cette manière-là, veulent une alternative. Et il est temps d'oser parler clairement en langage de gauche. C'est la raison pour laquelle je pense que la campagne de Jean-Luc Mélenchon était quand même très inspirante au niveau justement de cette diversité de thèmes, au niveau de cette volonté de sortir du cadre. Je trouvais que c'était une campagne qui était d'un dynamisme assez impressionnant. Donc on a vraiment beaucoup de choses à apprendre de tout ça. Mais comme on dit toujours, apprendre sans copier-coller. Pour être très clair, vous êtes pour plus ou moins d'Europe? Mais nous, on est pour une Europe socialiste, pour plus d'Europe socialiste, c'est-à-dire une Europe qui sort du cadre du capitalisme, mais pas pour l'Europe comme elle est construite aujourd'hui. Dans ce sens-là, j'ai clairement dit au Parlement, il faut repartir d'une page blanche. Le traité de Rome, qui est à la base de la construction européenne capitaliste comme aujourd'hui, est un traité libéral. Quand on parle de liberté de circulation des marchandises, liberté de circulation des services, liberté de circulation des capitaux, liberté de circulation des personnes, c'est pas pour pouvoir aller faire du tourisme, hein, c'est pas pour nous éviter d'échanger les lires quand on allait en vacances en Italie. Tout à fait, mais à contrario, ça a quand même créé une certaine croissance, en tout cas depuis la Seconde Guerre mondiale, même si la croissance ne fait pas tout, mais... Oui, mais la croissance, mais au détriment de qui? Parce que moi je reste avec ça, c'est que ça a été une croissance essentiellement du secteur financier, ça a été une croissance au détriment de l'ensemble des peuples du tiers-monde. Je veux dire, le pillage des ex-colonies, le néocolonialisme a continué à exister, avec des surprofits qui ont été faits par toutes nos multinationales dans ces pays du tiers-monde. Donc c'est une croissance éphémère. Je veux dire, dès les années 73, on était déjà en crise, quoi. Donc alors que notre science, moi je suis scientifique de formation, notre science n'a jamais été aussi poussée qu'aujourd'hui. Il y a des gens de valeur et qui ne le font pas pour le pognon, hein, qui tous les jours font des recherches scientifiques. Et pourquoi tout ça ne rentre pas à fond dans notre économie? Parce que ça ne fait pas assez de bénéfices. C'est ça qui ne va pas. Mais vous êtes conscient quand même que pour lutter contre cette année d'évasion fiscale qui a été marquée par le LuxLeaks, Panama Papers, on ne va pas tous les citer, c'est justement au niveau européen qu'on peut le plus intensifier la lutte, pour autant que tout le monde soit d'accord. Il y a deux éléments de réponse. La première, c'est que d'abord, notre propre pays joue un rôle de paradis fiscal. Je veux dire, la Belgique, jusqu'à peu, d'ailleurs, était sur des listes grises. Je veux dire, nous faisons du dumping fiscal et on continue à le faire avec les intérêts notionnels, avec tous ces mécanismes qui permettent à toutes ces multinationales d'éluder l'impôt en fait, en Belgique légalement. Hein. Je ne les accuse pas de le faire illégalement, c'est légal. C'est comme ça. Toutes les années, on publie notre top 50 des ristournes fiscales. Je veux dire, des grandes entreprises gagnent en moyenne entre 1 et 2% d'impôts par an. C'est de ça qu'on parle, quoi. Nous, on est là avec nos 30%, nos 40%, les salariés, mais eux, ils payent du 0 à 1 ou 2%. Donc d'abord, on peut déjà prendre des mesures au niveau de la Belgique. Ça, c'est la première mesure. Et deuxièmement, effectivement, il faut prendre des mesures au niveau européen. Mais l'Union européenne n'a aucune envie de faire ça, que du contraire, elle utilise la concurrence d'autres pays pour faire un dumping social vers le bas. Tous les paramètres sociaux sont tirés vers le bas. L'âge de la pension, point très important, les salaires, point très important, l'encadrement social, la flexibilité, tout ça sont des normes qu'on est en train de faire baisser en Belgique au nom de l'Union européenne de la concurrence. Et c'est ça qu'il faut remettre à plat. Cette Union européenne, on n'en veut pas. Et de ce côté-là, ceux qui ont cru que l'Union européenne allait jouer un rôle de protecteur social se sont trompés complètement. Et moi, quand une gauche belge me disait que l'avenue de François Hollande au pouvoir, que l'avenue de Matteo Renzi en Italie au pouvoir, que l'avenue des sociodémocrates en Allemagne au pouvoir allait changer la donne, hein, on voit ce qu'il y en est. Ça n'a pas changé la donne. Pourquoi? Parce que toutes ces social-démocraties ont accepté de jouer le rôle de défenseurs du libéralisme européen. Et donc ces règles du jeu-là, il faut les balayer. D'accord. Et alors enfin, dernière question, vous personnellement, comment est-ce que vous avez senti cette année 2017 voilà. Beaucoup de pression, je crois que c'est quand même, voilà, c'est beaucoup de tâches nouvelles pour nous, c'est quand même beaucoup de défis, on vient d'une situation où on était encore un petit parti, je dirais à 7-8 ans, donc c'est beaucoup de défis, c'est beaucoup de polyvalence, je veux dire, il faut qu'on ait 2 députés seulement, mais il y a beaucoup de sujets différents, il faut analyser toutes les lois, on court un peu de gauche à droite, mais globalement je me sens bien dans ma peau parce que je fais en fait ma passion. Et je crois que la passion en politique, c'est hyper important. Et je sens aussi que les lignes bougent. Et ça, il n'y a rien de plus réconfortant quand on sent qu'un peuple de gauche est en train de relever la tête et en train de préparer les victoires du futur. Il y a toujours eu un avant. Je veux dire, avant la journée des 8 heures, il y a eu une prise de conscience avant. Avant notre sécurité sociale, il y a eu une prise de conscience. Et ça, je sens un véritable réveil, y compris au niveau de la jeunesse. Mais personnellement, votre action ne plaît pas à tout le monde. Si on se rappelle de, par exemple, ce coup de couteau, je ne sais pas si vous pouvez... Ouais, ben voilà, ça a été un moment pénible parce que, encore, il incarnait le fait que je pouvais être agressé pour mes idées.
pour ce que je représentais, pas parce que je connaissais cette personne. Donc voilà, ça incite à être prudent, à être un peu plus accompagné. Quand je vais en manifestation, etc., on a dû prendre certaines mesures. Voilà, il faut se protéger aussi. Je crois que ça c'est clair. Mais moi, je l'ai dit dès l'agression. Je suis retourné sur le podium en disant c'est pas ça qui va nous arrêter. Je crois que moi, je voulais pas que les gens aient peur. Il faut avoir espoir justement, quoi. Et c'était pas un coup de couteau qui allait nous arrêter. Et je crois que c'était un point important. J'ai gardé ma flamme, quoi, mais en étant un petit peu plus prudent. Eh bien, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci.